Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspiration Monde. J'aimerais vous inviter à m'accompagner au Rwanda afin que nous puissions comprendre ce qui s'est réellement passé le 6 avril 1994. Pourquoi est-ce qu'il est important de parler de ce génocide? Parce qu'il s'agit de la vie de 800 000 personnes. 800 000 personnes, oui chers amis, ont perdu leur vie. Que ce soit des femmes, des enfants, des vieux, des jeunes, ils ont tous perdu leur vie. Raison pour laquelle, pour éviter un tel incident dans l'avenir, il faudra que nous puissions comprendre c'est quoi la cause, c'est quoi l'origine. Regardons le reportage. Le soir du 6 avril 1994, le président Hutu Habyarimana est assassiné dans un attentat contre son avion. Le Rwanda bascule. Ça a flambé très vite. Tout le monde s'est emparé de machettes et s'est mis à s'entretuer. Le pays a explosé. Les extrémistes Hutus saisissent l'occasion pour s'emparer du pouvoir. Le génocide des Tutsis commence. Aussitôt, les premiers Tutsis sont assassinés. Méthodiquement, systématiquement. Et avec eux, les opposants Hutus. Ces massacres, ils sont commis par l'armée rwandaise, par des milices et avec l'aide de la population. Qui a tiré sur l'avion du président? Les circonstances de cet attentat demeurent très opaques. En 2014, une enquête a conclu que le tir venait probablement d'un camp militaire tenu par l'armée. Mais la boîte noire de l'appareil n'a jamais été retrouvée. On sait néanmoins que plusieurs militaires français se sont rendus sur les lieux du crash dans les 15 minutes qui ont suivi. Plusieurs témoignages laissent penser qu'ils auraient récupéré la boîte noire. Mais le rapport de mission des militaires n'a jamais été rendu public, même pour la mission parlementaire de 1998. Deuxième zone d'ombre, la formation du gouvernement intérimaire qui déclenche le génocide. Car ce gouvernement ne s'est pas formé n'importe où. 2 jours après l'attentat, les réunions des extrémistes Hutus se déroulent au sein même de l'ambassade de France, à Kigali. L'ambassadeur belge émet des réserves, pas la France, qui reconnaît ce gouvernement. Elle le présente comme conforme à la logique des accords d'Arusha. Elle recevra même le nouveau ministre des Affaires étrangères, quelques semaines plus tard, à l'Élysée, alors que les massacres sont en cours. Troisième zone d'ombre, les livraisons d'armes pendant les massacres. C'est pas la peine de découvrir sur un ton outragé qu'il y a eu des livraisons qui se sont poursuivies, c'est la suite de l'engagement d'avant. Ça n'a jamais été nié, ça. Donc c'est pas la peine de le découvrir, de le présenter comme étant une sorte de pratique abominable masquée. Ça n'a rien à voir avec le génocide. Officiellement, ces armes sont fournies par Paris pour combattre les rebelles Tutsis du FPR. Mais le fait de livrer des armes à un gouvernement se livrant à des tueries de masse pose question. Quand le président Habyarimana est assassiné dans la soirée du 6 avril, que se forme à l'ambassade de France, par toute une série de réunions, le gouvernement intérimaire qui se met en place les 8 et 9 avril, eh bien la France en fait continue une politique de soutien à un gouvernement dont elle ne voit pas, ou elle ne veut pas voir, que ce sont désormais les extrémistes qui ont pris la main, les extrémistes Hutu Power, absolument décidés au massacre. Les Tutsis sont tenus pour responsables de la mort du président. Des émissions de radio financées par le gouvernement incitent les Hutus à massacrer les Tutsis. Ils se sont mis à apprendre à tuer aux gens. Paul Rusesabagina est Hutu. Son épouse est Tutsi. Il décide d'emmener sa famille à l'hôtel de luxe dont il est directeur adjoint. Le long de la route, il y avait beaucoup de cadavres. Certains avaient été décapités,
Ils étaient en décomposition. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Ils arrivent sains et saufs à l'hôtel, un établissement appartenant à des étrangers et particulièrement apprécié de l'élite gouvernementale du Rwanda. Pour Paul et sa famille, c'est peut-être la seule chance de s'en sortir. Mais dehors, la situation est sur le point d'empirer. L'ONU se retire et ne laisse qu'une centaine de soldats sur place. Le message était limpide. Ils nous avaient abandonnés. On a laissé des centaines de milliers de gens se faire tuer et on aurait pu arrêter le massacre. Des soldats passent régulièrement à l'hôtel pour convaincre Paul de leur livrer les Tutsis qui s'y cachent. Mais au fil des années, en tant que directeur de l'hôtel, Paul a réussi à être dans les petits papiers des commandants de l'armée. Il les flatte, les soudoie et les supplie de laisser les réfugiés Tutsis tranquilles. À maintes reprises, je me suis retrouvé face à face avec le diable. Et à chaque fois, j'ai trouvé un compromis. C'était un minuscule îlot de sécurité, au milieu d'un océan de violence. En l'espace de 100 jours, 800 000 personnes sont massacrées. Principalement des Tutsis. En moyenne, entre 8 et 10 000 personnes étaient assassinées tous les jours. Je n'aime pas le terme diabolique. Mais vraiment, ce qui s'est passé là-bas est plus qu'épouvantable. Notre espoir de survivre au massacre avait disparu. Nous étions condamnés. Tout semble perdu. Paul a abattu toutes ses cartes. Heureusement, le gouvernement et les rebelles trouvent un accord. Tous les occupants de l'hôtel seront évacués et mis en sécurité. Tout le monde faisait sa dernière prière. Mais ce matin-là, nos vies ont été sauvées. L'histoire de sa lutte pour survivre sera adaptée à Hollywood dans un film intitulé Hotel Rwanda. Ce que je trouve intéressant avec Hotel Rwanda, c'est que ça nous a permis de vivre de l'intérieur, quelque chose d'incroyablement inhumain et monstrueux, dans le microcosme d'un hôtel et à travers l'histoire d'un seul homme. Quand on vit une expérience pareille, on ne se rend pas compte de ce qu'on traverse. On écoute sa conscience, on fait ce qu'elle nous dit de faire. Pendant 100 jours, entre les mois d'avril et de juillet 1994, le Rwanda va sombrer dans une violence indicible. Hommes, femmes et enfants sont assassinés. La machine génocidaire est en marche. Près d'1 million de personnes seront massacrées méthodiquement. La haine entre Tutsis et Hutus n'a rien d'ancestral. On l'a créée, entretenue, depuis plus de 30 ans. C'est le colonisateur belge qui les a séparés. On les a examinés, mesurés, distingués. On a même créé des cartes d'identité différentes pour ces hommes, artificiellement classés en peuplade et même en race. Les Batutsis sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. En fait, ce ne sont pas des peuplades, ce sont, disons, deux classes sociales, presque des castes, qui faisaient partie intégrante d'une nation, la nation rwandaise, une nation qui avait une seule religion, qui reconnaissait l'autorité considérable d'un roi sacré, responsable de la fertilité et de la fécondité dans la conception magico-religieuse des gens du pays, un système d'interdits, bref, une seule langue, Hutu et Tutsi, qui montre donc que l'interpénétration des deux groupes est très ancienne. Interpénétration
mais suprématie d'un groupe sur l'autre. La richesse des immenses troupeaux des Tutsis leur permit d'imposer leur domination économique et sociale. Les Hutus furent leurs serviteurs, jamais leurs esclaves, ainsi que l'illustre ce film belge tourné en 1952, une fiction consacrée à l'histoire du pays. Le roi y est tout naturellement Tutsi, l'élite également. Les Blancs qui découvrent le pays en 1892 renforcent et figent cette société de caste pour mieux la servir. Ils imposent également leur religion, le dieu chrétien se fondant Imana, la divinité Tutsi. Les Blancs disaient aussi qu'Imana avait tant aimé les hommes qu'il avait envoyé son fils sur la terre pour leur apprendre la bonté et la charité. Et ils ajoutaient que la bonté d'Imana devait nous enseigner à être bons envers autrui, et même envers nos ennemis. C'est jour de fête au pays des Noirs. Un pays qui bâtit l'église rwandaise sur la pierre de la toute-puissance Tutsi. Mais tout le monde, sans distinction, est touché par la grâce. Le Rwanda est terre d'évangélisation. Ce film, tourné à la demande des pères blancs, en fait foi. Les vieilles croyances rapidement éradiquées, le catholicisme triomphe, la civilisation blanche est en marche. Dans ces écoles, elle accueille prioritairement l'élite Tutsi, sur laquelle elle s'appuie. Un temps seulement, car à la fin des années 50, avec l'époque de la décolonisation, un spectaculaire renversement d'alliance s'opère. L'élite Tutsi, qui paraissait parfaitement christianisée et docile, le souverain en particulier, a pris cette distance à l'égard de l'Église, a manifesté une certaine impatience face à ce pouvoir absolu que l'Église exerçait sur les consciences et sur l'autorité, et a mis même le parti Tutsi a même mis en cause la convention qui liait le gouvernement colonial à l'Église, qui avait le quasi-monopole de l'enseignement. Donc par conséquent, l'Église a senti, je crois, qu'elle perdait la mise, et qu'évidemment, il fallait cette fois-ci s'intéresser sérieusement aux 85% de la population qui restait dans l'ombre. Autrement dit, les Hutus, que l'Église et les colons encouragent et aident à contester la suprématie Tutsi. La Belgique occupe toujours le pays, mais ce sont les Tutsis que les Hutus traitent de colonisateurs, avant de faire de leurs anciens maîtres des terroristes. Et naturellement, les mots mènent aux actes. 1959, manifestation, violence, massacre, la machine infernale est en route. Les mains se tachent, les consciences se salissent, la fable de deux peuplades, de deux races pénètre tous les esprits. Désormais, ce sera Hutu contre Tutsi. Les Hutus majoritaires utilisent la démocratie comme une arme. Leur parti remporte les élections de l'après-indépendance en 1962, sous le regard bienveillant des troupes de l'ancien colon belge et de leur chef, le colonel Logis. Vive le Rwanda libre Hutu. Aux fêtes de l'indépendance en 1962, assis à côté du premier président Grégoire Kayibanda, son conseiller en matière religieuse, l'évêque Pérodin. Si l'Église n'avait pas soutenu profondément le mouvement Hutu, le colonisateur belge n'aurait peut-être pas suivi. En fait, quand j'étais au Rwanda, tout le monde savait quelle était l'attitude de Monseigneur Pérodin, qui était l'archevêque, qui était d'origine suisse, qui était tout à fait allié au colonel Logis. Le colonel Logis et Monseigneur Pérodin ont fait la révolution, si vous voulez. Pas du tout une révolution populaire, où les masses paysannes, brusquement, auraient découvert leur état de servitude. On a expliqué après qu'ils étaient exploités. Au siège de l'évêché, il n'est pas rare que la messe dominicale ressemble à un véritable meeting. Désormais, l'Église s'appuie sur le pouvoir Hutu s'appuie sur l'Église. Les films d'actualité de l'époque insistent sur la ferveur religieuse du président Kayibanda. Il défend les valeurs de la chrétienté et de la démocratie dans ce petit pays perdu au cœur de l'Afrique. Les Hutus à l'Église et les Tutsis en exode. Entre 1959 et 1963, 300 000 d'entre eux fuient le pays. Un pays qui se dit menacé, un pays qui mobilise et qui insiste à loisir sur le danger terroriste Tutsi. Les commandos Tutsi attaquent les collines, les missions, égorgent les hommes, incendient les cases et raflent les femmes et les troupeaux de vaches. 1963, des prisonniers Tutsi présentés comme terroristes servent de prétexte à la répression.
quelques centaines de Tutsis mal armés viennent du Burundi et font une tentative d'invasion du pays qui est immédiatement stoppée par l'armée, la garde nationale rwandaise, commandée par les officiers belges, et immédiatement une première grande répression systématique a lieu. Un premier massacre, un premier génocide. Le président Kayibanda envoie ses ministres dans toutes les préfectures pour organiser la répression systématique. Et à cette époque, il ne s'agit plus d'écarter de la vie politique, il s'agit déjà d'éliminer physiquement. 15 000 victimes. 1963, 66, 73, 90, 92. Les tueries se sont succédées jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, certains ont échappé au carnage en trouvant refuge dans les églises. Mais en avril 1994, le lieu sacré était lui aussi devenu lieu de mort. Moi, j'ai cru que les gens voulaient recommencer la même tactique, se sauver dans les églises, croyant que les prêtres devaient les défendre. À ce moment-là, ils étaient regroupés et actuellement, ils étaient massacrés là, dans les églises. Certains prêtres voulaient le faire, même appeler les gendarmes pour massacrer les gens, mais d'autres les sauvaient et ils étaient aussi massacrés avec les chrétiens. Moi, je trouve que c'était une façon de reprendre, donc d'avoir confiance dans les prêtres, dans l'église, qui finalement qui a fait qu'il y a eu beaucoup de massacres. Ça fait même l'échec de l'évangélisation, parce que ce sont des chrétiens qui ont tué d'autres chrétiens, même qui ont tué leurs pasteurs. C'est le choc qui fait que même nos communautés religieuses sont divisées entre elles, selon les ethnies et selon les options politiques. Une centaine de prêtres, 3 évêques, dont celui de Kigali, ont trouvé la mort dans les massacres. À présent, l'Église du Rwanda fait son examen de conscience. Il y a eu des massacres au Bugesera. Il y a eu des massacres dans... Chaque fois, on a appelé l'évêque à venir visiter ces lieux. C'était une personnalité assez influente qui pouvait bien même obtenir autant de militaires qu'il voulait pour se faire escorter. Et visiter ces lieux, je pense qu'une telle initiative aurait directement arrêté ces massacres. Il n'a jamais voulu faire de choses pareilles. L'autorité ne s'est pas déplacée? Jamais. On criait au secours, personne ne venait. La seule autorité à laquelle on se sentait peut-être, avec laquelle on se croyait plus à l'aise, c'était notre évêque. Nous avons dit, mais venez, passez ici, vous voyez comment le drame que nous vivons, tout ce qu'il nous a proposé, c'est de prendre la fuite, parce que, disait-il, vous-même, vous pouvez y passer. Bon. Au moins, les choses sont maintenant tirées au clair. On est chrétien, on n'en est pas. Que vous soyez évêque, prêtre ou même simple chrétien, c'est maintenant sur votre attitude qu'on va vous juger. Parce que trop longtemps, peut-être, nous sommes trompés sur les gens. De nombreux chrétiens ont fait le sacrifice de leur vie pour sauver des familles entières. Les Tutsis sont poursuivis, chassés et massacrés. Beaucoup fuient vers les pays voisins. En exil en Ouganda, ils créent un mouvement rebelle, le FPR, le Front patriotique rwandais, soutenu par les anglo-saxons. La France se positionne alors aux côtés des Hutus francophones. Ce sera son espace d'influence. Et durant son mandat, François Mitterrand apporte un soutien inconditionnel au dictateur Hutu, Juvénal Habyarimana. Défendre le pouvoir du président Habyarimana au Rwanda, c'était une manière de s'opposer à une forme de mainmise anglophone sur la région des Grands Lacs, et c'était cette motivation en quelque sorte géoculturelle, pourrait-on dire, a joué un rôle très important. Le Rwanda, comme la suite l'a montré, est la clé d'entrée pour le Zaïre, et le Zaïre, dès lors que le colonisateur belge n'était plus là, le Zaïre, c'est évidemment un territoire immense, regorgeant de richesses, et il n'est pas du tout impossible que la politique française, la politique étrangère française ait voulu aussi s'assurer cette porte d'entrée vers un territoire qui, s'il était contrôlé d'une manière ou d'une autre indirectement par la France, était évidemment un gain géopolitique considérable. À partir de 1990, la coopération entre la France et le Rwanda va s'intensifier.
va parfois envoyer dans ce pays qui est grand comme une région française, il va y avoir des pointes à 1000 soldats présents au même moment. Entre 400 et 1000 soldats pendant des mois et des mois qui vont former l'armée, qui vont l'entraîner. Il va y avoir des livraisons de munitions, il va y avoir tout un programme d'assistance militaire. Il y a même en fait une partie des officiers français qui prennent en main le commandement opérationnel de l'armée rwandaise. Donc on est vraiment sur une coopération extrêmement forte. Entre 1990 et 1993, l'objectif de cette assistance militaire est de sauver le régime d'Abiyarimana face aux offensives du FPR. Durant cette même période, des massacres ponctuels de civils Tutsis sont organisés par le pouvoir en place. Régulièrement, des sortes de pogroms contre des communautés Tutsis sont perpétrés au Rwanda, pogroms dans lesquels on voit bien une complicité du pouvoir, une complicité des miliciens, une complicité de la gendarmerie, des préfets, etc. Un pogrom ne se produit pas dans un pays solidement tenu comme le Rwanda sans qu'il y ait une part de complicité des autorités locales et nationales. Le président fait un discours dans lequel il exhorte la population à obéir à ses ordres. Théodore Sindikubwabo s'adresse aux officiels. Ses propos sont retransmis à la radio nationale. Pardonnez-moi parce qu'habituellement, je ne m'exprime pas comme cela, avec autant d'émotion dans la voix. Mais ces jours-ci, c'est impératif. Il faut que je vous dise ce que j'ai sur le cœur. Celui qui ne se sent pas concerné par notre combat, eh bien qu'il fiche le camp. Certains sont d'ailleurs chargés de travailler à nous en débarrasser, qu'ils y mettent du zèle. Des traîtres sont allés à l'extérieur du pays pour apprendre à manier le fusil. Vous les connaissez, moi je ne les connais pas, alors que chacun d'entre vous donne des noms pour que l'on s'en débarrasse. Soit nous perdons la guerre, soit nous faisons le bon choix et nous la gagnons. Je vous le répète, nous ne gagnerons cette guerre que si vous nous débarrassez de ces gens qui hésitent et qui disent « moi, cette guerre ne me concerne pas ». Et on peut dire que c'est ce discours du président qui a en fait mis le feu aux poudres ici à Butare. Parce que, tu sais, ici dans le pays, il y a un proverbe en Kinyarwanda, mais je ne sais pas si je vais te le dire tel quel. Ça veut dire que quand ça vient d'en haut, alors le lendemain, ça circule dans toute la population. Alors, comme le président avait parlé, le président qui est issu de cette préfecture, le premier ministre qui est issu de cette préfecture, quand ils ont parlé, puisque les chefs avaient parlé, alors le lendemain ça a marché. C'est traditionnel dans le pays. Et le soir même du discours, tout se met rapidement en place dans l'urgence. Pour les autorités, il faut désormais rattraper le retard pris par rapport à l'ensemble du pays. Dans une mairie de la préfecture, les preuves de l'existence d'un véritable plan de bataille. Sur un bureau, l'agenda d'un brigadier de police communale. Une succession de comptes rendus de réunions d'état-major. Un état-major qui, 2 jours seulement après le discours du président, rappelait la nécessité de recruter des éléments sûrs et patriotiques de la ville et de les entraîner au maniement des armes dans le cadre de l'autodéfense populaire. D'autres documents, avec des colonnes et des numéros, les références des mitraillettes Kalachnikov distribuées à la population. Un groupe d'hommes venus de Kigali prenait bel et bien le pouvoir dans la ville. J'ai eu comme l'impression qu'il y avait un pouvoir parallèle. Un pouvoir dont on ne connaît pas les tenants, mais un pouvoir qui se superposait au pouvoir habituel. Le bourgmestre de cette ville, par exemple, il n'avait rien à dire. Il ne savait pas ce qui se passait littéralement dans sa commune. Alors, ce pouvoir était aux mains des milices Ineram. Le chef des milices est tombé malade, il est venu se faire soigner ici. Et nous avons constaté que les ordres partaient de chez lui. Il logeait à l'hôtel Ibis. Et c'est de là que partaient les ordres de meurtre. Des ordres de meurtre donnés par un homme, chef des miliciens sur l'ensemble du Rwanda. Robert Kajuga, lui aussi venu de Kigali pour superviser et aider au massacre. Le 19 avril au soir, le préfet a été éliminé, les miliciens et les soldats de la garde présidentielle sont prêts. La machine à tuer peut commencer sa besogne. En fin d'après-midi, Claude rentre chez lui. Un de ses amis militaires l'avertit de ce qui se trame. Il m'a dit qu'il a vu qu'il y avait des listes
Mais sur cette liste, les listes pour tuer les gens. Mais il m'a dit, il faudra faire attention. Toi, tu n'es pas sur la liste. Oui? Tu n'es pas sur cette liste. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'ils sont sur cette liste? Il m'a dit, ce sont beaucoup de gens, des Tutsis, haut placés, des docteurs, des médecins, ou bien les Hutus modélés, et les gens qu'on avait emprisonnés en 1990. Qui avait fait ces listes? Comment elles sont arrivées? Il me disait que c'est venu de l'état-major, je ne sais pas où. De l'état-major de l'armée. Claudine est originaire de Kigali. À Boutaré, elle rêvait d'étudier les sciences sociales. En un jour, le 21 avril, elle a découvert l'efficacité de la délation à l'intérieur même du campus universitaire. Des étudiants étaient accompagnés par des militaires. Ça se voyait que c'était un coup qui était bien préparé parce que des élèves connaissaient déjà nos chambres, connaissaient les numéros, connaissaient là où on peut aller, même s'ils ne te trouvaient pas dans ta chambre, ils allaient dans les autres chambres où tu fréquentes. Ils étaient sûrs de nous attraper. C'était des élèves que vous connaissiez, des étudiants que vous Oui, connaissiez? oui, oui. Que vous côtoyiez dans les cours? Oui, qu'on se parlait même normalement. Même scénario à l'hôpital. Le 23 avril, soldats et miliciens bousculent les médecins et achèvent à même leur lit 170 malades et blessés. Un carnage dont témoignera Médecins sans frontières présent à cette époque sur place. C'était vraiment des massacres organisés. Très organisés, ils venaient ensemble en équipe, ils travaillaient toute la journée, on tuait les gens. Jusqu'au 29, non? Du 20 au 29, c'était organisé. Vraiment, on tuait les gens comme à l'abattoir. Après qu'on les amenait ici en bas, on attendait les coups. Les rues étaient jonchées de cadavres. Mais alors on avait tué indistinctement les femmes, les enfants, les jeunes, les vieillards, tout le monde. Tout le monde. Et on a de la peine à s'expliquer des choses pareilles. Il faut aller jusqu'au Zaïre, à Bukavu précisément, pour retrouver l'homme accusé d'être à l'origine de ces massacres, l'homme du discours à la radio. Oui. Nous venons voir monsieur Sindicou Bouabo. Théodore Sindicou Bouabo, l'ex-président de la République par intérim, vit ici. Au milieu de ses deux derniers fidèles, sa défense est prête. Je savais qu'il y avait des tensions à Boutaré. J'avais été averti de ces tensions à Boutaré. Je suis parti à Boutaré expressément pour donner le message de pacification, pour demander aux gens de Boutaré de s'occuper plutôt du travail manuel au profit de leur ménage, au lieu de se perdre dans des querelles politiques. Voilà l'expression de ma visite à Boutaré. Et vous avez l'impression que les gens ont pris au pied de la lettre ce que vous leur disiez? Les gens, s'ils ont pris à la lettre ce que je disais, qu'il faut travailler pour le ménage, ou bien s'il y en a qui ont interprété ma parole et ma pensée autrement, ça, je ne sais pas. Vous n'avez, vous nous l'assurez, Monsieur le Président, donné aucun ordre? Je n'ai donné aucun ordre dans le sens d'affrontement entre les populations. Au contraire, j'ai plutôt donné l'ordre de vaquer à ses occupations habituelles. C'est ce qu'on appelle Gukora. Faire votre travail, vaquer à vos occupations habituelles et ne pas vous livrer aux affrontements. La parole d'un président de la République face aux archives radiophoniques. La teneur du discours diffusé à l'époque sur Radio Rwanda semble bien éloignée des explications de texte fournies aujourd'hui. Celui qui ne se sent pas concerné par notre combat, eh bien qu'il fiche le camp. Certains sont d'ailleurs chargés de travailler à nous en débarrasser, qu'ils y mettent du zèle. Le zèle qu'ont mis certains à appliquer les ordres donnés, on en trouve toujours des traces à Boutaré. Et aujourd'hui encore, on a bien du mal à dénombrer les victimes. Nous avons une fois évalué le chiffre en connaissant des grands assemblements qui ont été tués. Mais vraiment, ce sont des estimations, des vrais chiffres, on les connaîtra peut-être plus tard, mais nous pensons qu'il y a eu autour de 100 000. 100 000 morts sur une population de 800 000 habitants. Dans la préfecture de Boutaré, les massacres auront duré au total plus de 2 mois et demi. Les yeux de Jeanne n'oublieront jamais ceux qui lui ont fait ça.
des témoins comme elle, il n'y a guère de mal à en trouver dans ce camp de Kirundo, situé au Burundi. Hutus, Tutsis, ils ont subi la vengeance aveugle de soldats du FPR. Torture, exécutions massives, fosses communes, les organisations des droits de l'homme comme Amnesty International rassemblent les indices, les preuves, et les récits sont accablants. Au centre de Rutondé, il faisait le tri. Le premier jour, il prenait les jeunes hommes. Le deuxième jour, c'était au tour de nos maris. Il les ligotait, les tuait et les jetait dans la rivière. Moi, je me suis sauvée parce qu'une femme Tutsi m'a averti qu'ils allaient venir exécuter les femmes. Les yeux de Charles aussi ont vu la même barbarie. À Kigali, il a fui les milices et 70 km plus loin, il était effaré par les tueries des Inkotani, les troupes du FPR. Je me suis rendu sur les positions du FPR 2 fois ou 3 fois. Je suis allé rendre visite à ces soldats du FPR. Je leur demandais s'ils n'allaient pas par la suite tuer les populations qui sont là. Ils m'ont rassuré que vraiment ils n'auraient rien faire. Mais c'est après 2 semaines justement que j'ai vu les militaires du FPR avec certaines des populations qui étaient fuies de l'autre côté, ici au Burundi. Donc ils sont venus ensemble, ils ont commencé à massacrer la population. Ils étaient armés de massifs, de machettes, de petites roues, de marteaux, etc. Oui. Mais il faut préciser que les gens du FPR aiment tuer en donnant des coups de marteau dans la tête. Donc moi, je suis venu de Kigali en fouillant les Interahamwe. J'ai quitté ma maison en fouillant les Inkotani. Devant la presse internationale, le nouveau pouvoir de Kigali affirme sa volonté d'égale sévérité pour tout responsable de massacre. 60 militaires du FPR seraient déjà sous les verrous. Mais leurs exactions, dit-on ici, sont sans commune mesure avec le génocide. Il y a une philosophie claire d'un respect des droits de l'homme, prêchée par l'OFPR et notamment l'opposition. Et il peut y avoir des individus, il y a eu des individus qui enfreignent la loi, comme partout, comme cela arrive dans d'autres circonstances. Cela doit être puni. Mais je ne crois pas que tel manquement à la discipline puisse être comparé avec quelque chose qui a été planifié, exécuté par les autorités. Les responsables du génocide, les auteurs de massacres de tous bords, comment juger tout ce monde? Le ministère de la Justice est dépassé par l'ampleur de la tâche. Ses moyens sont dérisoires. 3 juges seulement sont revenus dans la capitale. L'administration est délabrée, il n'y a pas d'argent. Seul recours, l'aide judiciaire internationale, attendue avec grande impatience. Étant donné que le gouvernement a accepté la création d'un tribunal international pour garantir le plus possible l'équité au sein des procès qui auront lieu, nous pensons que ce tribunal devrait voir le jour le plus rapidement possible pour juger ces suspects, parce que si ça ne se fait pas le plus rapidement possible, il y a des risques de maîtriser des jeunes gens qui ont vu leurs parents qui sont morts, qui pour le moment verraient les bourreaux de leur famille se promener, nourris comme ça, sans réaction des autorités. Il y a des risques. Les bourreaux présumés, on les entasse ici. Prison de Kigali, maigre ration pour le détenu et surpopulation carcérale. Déjà plus de 1500 prisonniers. Ils ont presque tous avoué leurs crimes, affirme la direction. Extrait de leurs confessions écrites. Il dit avoir tué très peu de personnes. Au total, d'après ce qu'il dit, à peu près 100 personnes parce qu'il avait un fusil. Pour la plupart, ils sont soupçonnés d'appartenir aux milices Interahamwe. Encore un qui a fait partie des Interahamwe à titre personnel. Il dit qu'ils ont tué plus d'une centaine de personnes, mais que lui, à titre personnel, n'en a tué que 14. Ils ont été arrêtés sur dénonciation
ou directement par le FPR. Encore quelqu'un qui dit que lui, il n'était qu'un membre inférieur des Interahamwe, qu'il n'a tué que 4 personnes. Pour la première fois, monsieur le procureur les interroge. Cela fait 1 mois et demi qu'ils sont là, sans avoir vu le moindre magistrat. Le procès-verbal est sans appel, cet homme avait un complice. Où est-il? Sans réticence aucune, l'acolyte est aussitôt désigné. Et le voilà qui s'avance. Il ne sera pas utile de poursuivre longuement l'interrogatoire. Il affirme avoir tué une femme et son enfant. Aux traces qu'il porte sur le cou, on devine qu'il a été appréhendé sans ménagement. Sont-ils réellement tous coupables? Peut-être. Maintenant, je suis un prisonnier, mais je ne sais pas pourquoi je suis ici. Lorsque le suspect fait partie de la classe politique, dans cette prison, il sait se faire tout petit. Moi, j'ai été arrêté pour une carte rose de ma voiture que j'avais oubliée. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore été interrogé. Parce que vous n'avez pas les papiers de votre voiture? Oui, oui. Et ça fait 1 mois et 10 jours. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant, monsieur? Bon, moi, j'étais directeur d'une pharmacie. Directeur d'une pharmacie? Oui. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mais le magistrat qui est resté à nos côtés n'est pas satisfait par la réponse. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais leur dire que vous étiez un futur député à l'Assemblée nationale de transition. Oui, oui, je suis candidat à l'Assemblée nationale. Oui. C'est pas complet. C'est ma profession, mais je suis un homme politique. Je suis président du parti MDL dans la préfecture de Gisenyi. La préfecture de l'ancien président, pas vraiment bon cela par les temps qui courent. Quand le procureur visite ses détenus, il croise des regards qu'il connaît parfois à titre personnel. Toute la famille de mon épouse, qui résidait ici à une dizaine de kilomètres de la capitale, a été décimée par les Interahamwe. Et Cré de mes beaux-frères a été assassiné chez moi le 12 ans par un ancien détenu de cette prison qui était impliqué dans un assassinat politique de l'ancien ministre des Travaux publics, M. Félicien Gatabazi. Et donc, comment un procureur qui lui-même a été victime de tout ça peut-il juger sereinement? Alors, disons, je me dis que je suis placé pour connaître les problèmes, la réalité de ce qui s'est passé. Si même sentimentalement, ce sera très dur d'entendre à longueur de journée des gens raconter le nombre de victimes qu'ils ont décimées. Mais je me dis que pour qu'il y ait une réconciliation entre les Rwandais, les rescapés, nos compatriotes qui viennent de l'extérieur, il faut que la justice soit faite, qu'elle soit sereine et juste. C'est la seule façon de permettre une réconciliation nationale. Donc, je n'aurai pas de passion là-dedans. La réconciliation par la justice, cette profession de foi, Angélique n'est pas prête à y souscrire. Avec sa petite sœur grièvement blessée et soignée en France, elle est la seule survivante d'une famille de 9 personnes. Je veux vous montrer ce qu'ils ont fait à ma maison, avec quoi ils ont tué mes parents, nous dit-elle. Les tueurs, les Interahamwe, ils seraient encore presque tous en liberté. Je dois vivre dans le pays où il ne reste rien. Je dois vivre dans le pays où il y a des Interahamwe seulement. Comment?
Et je dois aller au marché avec, je dois aller étudier avec, je dois aller au travail avec. Comment on ne peut pas avoir quitté un tel pays? On a tué des parents innocents qui n'ont rien. On a tué ma petite sœur, ma grande sœur, les oncles et les cousins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Puisqu'ils étaient Tutsis. Comment? Est-ce que ça c'est un péché? Les collègues de ton travail peuvent venir te tuer. Et puis après avoir été tué, on te dit, bon, il faut pardonner. Si on a tué ta papa, ton papa, ta mère, et il faut pardonner, puis vous allez essayer de revivre ensemble. Comment cela? C'est une chose qui n'est pas facile. Et puis, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. La réconciliation, la paix nationale, comment? Est-ce que c'est à nous de nous réconcilier? Est-ce que tu peux pardonner facilement les gens comme ça? C'est pas une chose facile, je te le dis. C'est pas une chose facile. Une partie de l'histoire de la coopération militaire franco-rwandaise se trouve dans ce bâtiment du ministère de la Défense. Nous y pénétrons, accompagnés et avec l'accord du FPR. Le pillage n'est qu'apparent. Dans les placards, les dossiers sont intacts. Lettres, notes de service, circulaires livrent leurs informations. Une histoire que les photos souvenirs officiels ne relatent pas totalement. En 1975, Valéry Giscard d'Estaing signe un accord d'assistance militaire. Il permet des livraisons de matériel pour 4 millions de francs par an. En 1992, avec François Mitterrand, un nouvel accord d'assistance est signé. Il poursuit et amplifie l'accord de 1975. Il s'agit en fait de s'adapter à ce qui se déroule déjà sur le terrain, car la situation est instable. En octobre 90, les soldats du Front patriotique rwandais d'obédience Tutsi pénètrent dans le nord du pays. Le président Habyarimana appelle aussitôt l'Élysée à la rescousse. L'opération Noroît, 300 hommes, est déclenchée. C'est le point de départ de l'engagement militaire français. Un engagement qui arrive à point. Officiellement, cette compagnie de parachutistes vient protéger les ressortissants français du Rwanda. Coïncidence ou non, c'est peu de temps après son arrivée que la rébellion Tutsi est stoppée. Officiellement toujours, les soldats français n'ont tiré aucun coup de feu. Une affirmation que met en doute cette note confidentielle émanant du cabinet du ministre de la Défense rwandais. Les officiers français dont le concours a été précieux dans les combats sont remerciés. Les archives en témoignent. Les soldats français donnent pleine satisfaction. On propose même de les décorer. Pourquoi? Le 24 janvier 1991, l'armée rwandaise repousse l'attaque du FPR sur Wangeri, ville du nord du pays. C'est la version des autorités. En fait, le 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine était impliqué dans l'opération. À preuve ce courrier, rédigé par l'attaché militaire de l'ambassade de France. On y propose des décorations pour le 8e RPIMA, qui en particulier a réalisé l'intervention de Wangeri les 23 et 24 janvier 1991. Suite en annexe, une liste de 15 noms. La présence française au Rwanda, le nouveau ministre de la Justice s'en souvient très bien. Ce n'est pas un secret pour personne. On les voyait dans la rue, ici, dans les camions avec des militaires rwandais. Et ils se mettaient de la cire à la face. On les voyait. Pour en fait ne pas montrer que... ouais, ce sont des blancs quand même. Et quand ils allaient au champ de bataille, dans les camions, ils se mettaient de la cire à la face, mais ils oubliaient ici. Et quand on les voyait, on voyait qu'ici ils étaient blancs et que là ils étaient un peu sobres. Et la cire les rendait plus noirs que les noirs. Ouais. Bon, on les voyait. Moi-même je les ai vus. Parce que toute personne de Kigali pouvait les voir. Autre, je sais que là, à la Nyamarongo, ils faisaient des barrières à la ville, dans la ville. Et à la barrière, eux-mêmes, ils réclamaient les cartes d'identité. Et quand tu voyais que tu étais Tutsi dans le véhicule, même si tu avais des pièces régulières, ils te sortaient du véhicule, tu t'assoyais là, dans le sable. Et pourquoi, on ne sait pas. Et après, on ne sait pas ce qui devenait ces gens.
Officiellement encore, aucun soldat français n'était présent sur le front. Mais le 28 octobre 92, l'attaché de défense de l'ambassade de France informe qu'un DAMI, un détachement d'assistance du génie, composé de 7 militaires, sera mis en place pour aider l'armée rwandaise à consolider sa ligne de front. L'opération Norrois s'achève en décembre 93. Une cérémonie de départ est organisée. Défilé des troupes, échange de cadeaux, mais les adieux ne sont pas définitifs. La France ne quitte pas le Rwanda pour autant, puisqu'elle y reste présente par son détachement d'assistance militaire technique qui reste prêt, comme par le passé, à aider nos camarades rwandais dans les principaux domaines de leur activité militaire. Et pour cause, Kigali souhaite redéfinir sa coopération militaire à la hausse. En janvier 1994, le gouvernement rwandais demande une assistance technique de 80 instructeurs pour l'armée nationale et de 30 autres pour la gendarmerie. Dans les bureaux du ministère de la Défense, d'autres documents attestent cette fois de l'aide en matériel livrée par la France. Entre autres, un hélicoptère Alouette, matériel cédé gratuitement, et des missiles Milan. En octobre 90, avec la grande offensive du FPR, les demandes se font plus pressantes. Un officier d'état-major rwandais réclame l'intervention de son ministre. Il précise « Je vous demanderai d'intervenir auprès de la coopération française pour nous livrer 6 postes de tir et 100 missiles. » Avec le temps, le bon de commande rwandais s'allonge. On réclame des obus, des missiles, des bombes, des munitions. Entre les deux pays, les relations sont si étroites que tout naturellement, le rédacteur suggère, au cas où la France serait dans l'impossibilité de nous les fournir gratuitement, nous souhaiterions qu'elle puisse nous prêter ce matériel. Aujourd'hui, il n'y a plus de soldats français dans le pays. À Kigali, l'ambassade de France a été visitée comme tous les bâtiments officiels de la capitale. Tiroirs vides, classeurs nettoyés, ordinateurs détruits, le ménage a bien été fait. Ce n'est pas ici qu'on trouvera le moindre indice sur la coopération militaire franco-rwandaise. Les quelques traces laissées par les diplomates français sont illisibles. Ce n'est pas un massacre ethnique, c'est une opération politique. C'est un jeu politique qui a été joué entre ceux qui ne voulaient pas le changement, les changements démocratiques, c'est-à-dire la mouvance présidentielle, et l'opposition. En fait, la mouvance présidentielle voulait liquider, mettre fin à toutes ces velléités de démocratique. Paris ouvre une enquête en 1998. L'accusation contre le Front patriotique rwandais, le parti de l'actuel président Tutsi Paul Kagame, vient du juge Jean-Louis Bruguière. En 2006, il émet des mandats d'arrêt contre 9 membres du FPR. Son enquête entraîne la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali. Mais en 2012, son successeur, le juge Marc Trévidic, infirme cette thèse. Contrairement à Jean-Louis Bruguière, il se rend au Rwanda sur les lieux du crash avec une équipe d'experts. Son rapport affirme que la zone de tir la plus probable du missile balistique est le camp de Kanombe tenu par l'armée loyale au président Hutu.
c'est assez triste parce que jusqu'aujourd'hui, plusieurs familles, c'est-à-dire les victimes, les survivants, les rescapés, n'arrivent pas à vivre une vie normale. Nous allons revenir dans un prochain reportage pour parler pour essayer de découvrir ce qu'ils sont devenus. Avant cela, je vous invite à vous abonner sur la plateforme afin de ne rien manquer de ces reportages. Merci encore et à la prochaine.